Je vais essayer effectivement d'être assez pédagogique parce que les termes qui sont ceux de mes labos, de mes fréquentations académiques, ne sont peut-être pas les vôtres. Donc, peut-être que des questions viendront plus tard. Voilà. Alors, j'avais pris pour titre « Impact des nouveaux web », parce que pour moi, vu de mon regard professionnel, il n'y a pas un Internet, mais il y a une succession de web qui ne s'effacent pas les uns les autres, mais qui se complètent progressivement. La suite, et en sous-titre, j'avais choisi aussi « Quand le monde matériel du corps, celui du mouvement, celui que vous touchez, entre en contact avec le monde immatériel d'Internet ». Derrière cette provocation, je crée une tension que je vais essayer d'esquisser pour les années qui viennent. Donc il y a, à mon avis, véritablement, et je pense que vous en êtes tout à fait conscient, une interpénétration des mondes, et le monde numérique ne peut plus être absent d'un monde qui est pourtant très matériel, qui est celui de votre quotidien. Il y a donc des télescopages que l'on commence à voir, qui ont été initiés dans certains projets, il y en a d'autres qui sont à venir. Des web, je voudrais signaler ce que sont assez rapidement ces web 1, 2, 3, et certains parlent de 4 et d'autres formes. Le premier web qu'on appelle web 1, c'est un web de documents. C'est un web où il y avait une plaquette, où il y avait une proposition, un discours, une connaissance qui était rédigée. Et c'était cette page qui était propulsée sur le web. Et vous, nous, moi, nous avions une souris en main ou un clavier et nous accédions à un document. Et donc, il y avait un web totalement asymétrique avec peu de producteurs de données, beaucoup de lecteurs et un monde non communicant, un monde qui ne se touchait pas. Avec le web 2.0 est arrivée la collaboration, est arrivée l'interaction, est arrivée la possibilité pour vous, pour nous tous, de pouvoir peut-être noter cette chose que nous lisons en disant que c'est bien, c'est pas bien, en disant un commentaire, et puis peut-être même en répondant, ou peut-être même en ouvrant des pages, et peut-être que nombre d'entre vous ont ouvert depuis quelques années des blogs pour exprimer quelque chose, soit au nom personnel, soit au nom d'une profession, soit au nom d'un collège, peut-être d'étudiants. Et le web 3.0 commence à apparaître avec ce 2.0. Un web 3.0 qui restera régulièrement dans l'ombre, même si déjà aujourd'hui il existe. C'est un web de données, parce que le document qui habitait le web 1.0, qui continue d'exister, ce web 2.0 qui est aussi un lieu où des informations s'échangent, eh bien lorsqu'on prend ces documents ou lorsqu'on prend ces informations et qu'on les ramène à des objets élémentaires, on va parler de petits atomes d'informations, on aboutit à des données. Et on a toute une intelligence, toute une recherche qui s'est faite au niveau du langage naturel, au niveau de la fragmentation de la connaissance, pour ramener des connaissances complexes à un ensemble composé de données élémentaires qui s'agencent, qui s'interconnectent, que l'on peut interroger avec des logiques complexes dans nos systèmes d'information. Aujourd'hui, donc, sous les web 1, sous les web 2, se trouve tout un tas de données auxquelles les objets que vous manipulez commencent à apporter aussi de la matière, de la donnée en fait. C'est le web des objets. Ce web des objets, vous le connaissez, par exemple, cette semaine, j'observais qu'une personne prenait son pouls dans le métro, il avait son iPhone et il était en train de prendre son pouls. J'imagine que dans vos cabinets, il y a un certain nombre d'objets qui sont plus ou moins élaborés, qui produisent des données. Donc ils appartiennent, si ces objets sont connectés à votre système d'information, ou peut-être à votre PC, ou peut-être à plus, ces objets appartiennent au web des objets. Ils propose de la donnée, et puis ensuite, cette donnée, qu'en fait-on? Voilà. Donc, les web entrent en connexion, entrent en interférence, en interaction avec le matériel à travers cela. Donc, on a des interfaces, on a une robotique, on a des technologies qui vont jusqu'aux nanotechnologies, qui vont produire ces données, et toutes ces technologies-là, vous pouvez en bénéficier, vous en bénéficiez déjà, et peut-être que la recherche de demain, et nous en parlons peut-être en table ronde, va vraiment pouvoir s'en saisir. Parce qu'il y a aujourd'hui la possibilité de se saisir du mouvement informatiquement, et il y a la possibilité de restituer le mouvement
informatiquement toujours, et il y a la possibilité d'aller avec des objets au retour de force. Vous l'avez peut-être vu dans des manettes de jeu, puisque le jeu nous apporte énormément de possibilités. Vous l'avez vu peut-être à travers des écrans à retour haptique, et je vous dirai 3 petits mots de ce que sont ces écrans à retour haptique. Bref, derrière tout ça, il y a des données, et il y a en ce moment un mouvement politique de l'open data. Des données sont mises à disposition par la sphère publique. Vous pouvez, vous aussi, en tant qu'ordre, en tant que professionnel, mettre à disposition des données qui permettront des échanges avec d'autres professionnels qui sont vos confrères ou vos collègues. Vous avez aussi la possibilité d'être demain de très très gros fournisseurs de données, et on voit apparaître peut-être ce mot big data que vous avez vu dans certaines documentations, dans certains articles prospectifs. Alors, peut-être un mot là-dessus quand même, parce que c'est une notion, moi j'ai trouvé un petit peu difficile à comprendre. Open data, donc données ouvertes ou beaucoup de données, big data, c'est quoi exactement le rapport quand on est professionnel de santé? C'est quoi exactement ces données ouvertes auxquelles demain on pourrait avoir accès? Alors, les données ouvertes, par exemple, la ville de Paris met à disposition sur son portail, un portail qui s'appelle opendataparis.fr, je pense, des jeux de données, par exemple, sur les arbres qui ont un pollen qui pourrait être gênant pour des personnes asthmatiques. Vous pouvez vous saisir de ces données qui sont mises à disposition par la ville de Paris, et je pense que d'autres villes le font. La Suisse le fait au niveau global de leur pays, pour informer, par exemple, vos patients qui viendront vous voir demain pour vous dire « Cher monsieur, chère madame, je souhaite déménager à tel endroit, est-ce que c'est une bonne idée ?» Et puis vous allez leur dire, écoutez, ce n'est pas du tout dans votre profession aujourd'hui, mais vous pourriez avoir un conseil de cet ordre-là, puisque vous pourriez vous saisir d'énormément d'informations et avoir un retour d'informations vraiment informé, renseigné sur tout ce qui concerne votre profession relativement à cette nouvelle localisation de votre patient. C'est une possibilité. Je vais vous parler d'autonomie. Dans la kiné, il y a pour vous, demain et déjà aujourd'hui, cette kiné à domicile, cette autonomie qui est vraiment recherchée, attendue, pour des raisons économiques, peut-être tout à l'heure on l'évoquait, mais aussi parce que votre patient est son meilleur acteur dans ce que vous lui proposez. Il ne sera pas soigné contre lui-même, et si vous pouvez l'amener par le jeu, par quantité de choses, à se soigner plus facilement, plus allègrement, c'est tant mieux. Alors, on dispose d'un certain nombre d'interfaces aujourd'hui existantes. On a, par exemple, les caméras, avec un peu de traitement d'image derrière, on capte du mouvement. On a les Kinect, que vous connaissez. On a les Wii, et là, des expérimentations sont faites. Peut-être que dans vos cabinets, vous vous êtes emparés de ces objets-là déjà pour la sphère des juniors. Il y a ici des possibilités donc, de capter le mouvement. Mais il y a aussi des possibilités de restituer le mouvement ou d'accompagner le mouvement. Et par exemple, l'écran tactile permet de travailler la mobilité, la micromobilité d'une main. En Australie, je lisais que des patients juniors avaient été soignés, avaient retrouvé l'usage d'une main avec des jeux sur écran tactile. Avec l'écran haptique, on franchit une nouvelle étape, c'est-à-dire que cette fois-ci, sur l'écran qui est tactile, vous avez un retour de sensation et vous sentez que c'est glissant, vous sentez que c'est rugueux, vous sentez que ça grippe, que c'est, etc. Et derrière cette possibilité d'un retour haptique, vous pouvez imaginer toute une kinésithérapie fine de la micro-sensibilité qui est aujourd'hui maintenant possible, avec un retour informé, puisque vous captez les données et qu'elles viennent nourrir vos informations que vous avez sur vos patients. Derrière tout cela, donc, il y a aussi les capteurs corporels. J'évoquais la possibilité d'un pouls, mais vous savez, et vous l'utilisez certainement, qu'il y a tous ces objets que l'on peut poser sur un patient pour une période, peut-être en cabinet, mais peut-être aussi pour que ça se poursuive chez lui, et il reviendra avec un objet qui aura capté toute une information et vous allez recueillir et travailler là-dessus. Et ça va jusqu'à des tissus intelligents, puisque cette fois-ci, non pas le capteur point est posé, mais le capteur surface est posé, et la femme enceinte va porter, par exemple, un t-shirt tout à fait particulier, qui va capter tout un tas d'informations sur sa température, sur les pulsations diverses et variées, sur les contractions, et que sais-je, et que sais-je. Et donc, que fait la dame le soir? Eh bien, elle retire son t-shirt et elle le met à recharger à côté de son téléphone. C'est possible. Alors, il y a encore plus impressionnant, c'est la suite, c'est l'impression 3D.
Qu'est-ce que ça va nous apporter demain? Parce que ça, cette histoire d'impression 3D, ça m'a paru assez Oui. une rupture très forte. Alors, l'impression 3D, vous avez certainement vu qu'il est aujourd'hui possible d'imprimer quelque chose avec nos ordinateurs. On avait l'impression 2D. J'ai du papier, mais on a cette possibilité d'imprimer en 3D. Par exemple, aujourd'hui, les avions américains de la défense ont plus de 20 000 pièces imprimées, puisqu'on arrive à imprimer aujourd'hui plus de 200 matières différentes. Il y a même des projets aujourd'hui pour imprimer de la viande et fabriquer donc du steak à partir de cela. Il y a un projet en ce moment à la NASA, et un jeune a gagné un projet pour imprimer des pizzas dans les stations spatiales. Mais aujourd'hui, il est possible, non, c'est pas du tout de la science-fiction, hein, pas du tout de la science-fiction. Aujourd'hui, il est possible, et ça a été fait, un médecin travaillant sur le cas d'une petite fille de 4 ans avait devant lui donc cette jeune fille qui avait une mobilité très très défaillante, réduite quant à ses bras. Impossibilité pour lui de trouver du matériel adapté à la morphologie à cet âge qui est peu outillé. On fait beaucoup plus pour les adultes que pour les enfants. Il s'est donc mis, parce qu'il en avait la possibilité et il savait le faire, il s'est mis devant son ordinateur et il a conçu les plans d'une prothèse, d'un exosquelette, enfin d'une partie d'exosquelette, c'est comme ça qu'on appelle ces objets-là. Et ensuite, il l'a imprimé avec une imprimante 3D et la petite fille a pu être appareillée avec cet objet-là. Et ça a été tout à fait positif puisqu'elle a récupéré l'usage progressivement de ses bras. Elle s'est remusclée et elle a pu ranger dans son petit musée personnel peut-être cet objet tout à fait insolite pour nous aujourd'hui, mais peut-être pour vous demain complètement normal, puisque imaginez demain que vous avez la possibilité d'envoyer par mail à une personne qui est à distance les plans qu'elle utilisera avec son imprimante 3D pour imprimer l'objet que vous lui recommandez d'utiliser parce qu'elle est très loin de vous et vous êtes dans une façon aujourd'hui peut-être d'avoir de la e-kiné ou de la télékiné. Je ne fais pas le jeu de mots de télékinésie, mais enfin on voit bien. Voilà. Donc vous avez demain toutes ces possibilités-là. Qu'est-ce que ça permet en revanche? Parce qu'il y a un retour tout à fait étonnant et vraiment pour la jeune génération, je crois que c'est tout à fait déterminant. Tous ces objets-là produisent des données. Ces données sont totalement hétérogènes. Si vous avez la possibilité d'utiliser des plateformes qui permettent d'interconnecter ces données et de faire qu'elles aient sens ensemble, et aujourd'hui il y a des projets qui travaillent là-dessus. Moi, c'est dans le labo que je dirige dans mon entreprise, nous travaillons sur ces plateformes d'interconnexion de données. Nous travaillons pour des webs au-delà du Web 3. Eh bien, lorsqu'on aura la possibilité d'interconnecter ces données, on pourra, vous et toute cette sphère médicale qui aujourd'hui se mobilise pour être toujours plus présente autour d'un patient, on pourra peut-être véritablement avoir une approche holistique du patient, avoir véritablement un retour. Et le fait d'avoir ce retour vers un patient, mais donc vers N patients, vous permettra certainement d'avoir des cohortes sur certaines pathologies, de pouvoir confronter des résultats en très grand nombre et de produire les informations de base d'une recherche de haute valeur à un niveau international. Et là, au niveau académique, vous allez bouleverser les choses. Avant de venir ici, je me suis dit, tiens, jetons un petit coup d'œil aussi dans Facebook, sur Twitter, dans ces différents lieux d'une sociabilité nouvelle. Il se trouve que les patients se sont déjà organisés. Il existe des sphères dans Facebook où, si on tape le mot bronchiolite, on trouve énormément d'informations, et pas simplement du texte, mais aussi de l'image, des schémas, des choses très concrètes qui me semblent très, très élaborées, parce que les patients entre eux, enfin les parents des patients entre eux communiquent déjà énormément, ils se conseillent, et tout ce que l'on voit dans ce web social de préconisation que l'on sait pour la sphère marketing vaut aussi dans la partie médicale, et je suis persuadé qu'il y a des personnes qui viennent vous voir parce que, non pas seulement dans leur famille on leur a dit tiens, j'ai un bon kiné, tu devrais aller le voir, mais aussi parce que sur Internet, on a croisé telle personne qu'on n'a peut-être jamais vue physiquement, mais qui aura dit tiens, va à tel endroit, il y a là des personnes qui sont spécialisées de telle pathologie et qui t'aideront. Alors les patients s'organisent, ou les sphères de patientèle s'organisent, et puis les
Les professionnels aussi s'organisent. Il y a des réseaux sociaux dans nombre de professions, et j'imagine que la vôtre a déjà commencé à se structurer dans différents endroits. Les Américains et les Anglo-Saxons l'ont fait déjà il y a quelque temps. Ils sont toujours un peu précurseurs, et on voit derrière les mots-clés, non pas kinésithérapie, mais effectivement physiothérapie, énormément de choses sur Internet, et c'est comme ça que j'ai pu faire d'ailleurs une veille très intéressante pour me préparer à cette journée.